Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais rappeler là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, juste avant cette semaine de vacances. J'en étais resté à cette partie qui est intitulée dans la traduction française de Lakoff et Johnson, donc les métaphores dans la vie quotidienne, comment notre système conceptuel est-il fondé? Avec cette question, est-ce qu'il y a des concepts, disons, primitifs que l'on comprend sans métaphore? Et donc, cette réflexion nous avait conduit à distinguer très clairement expérience et conceptualisation de l'expérience. C'est-à-dire que je reprends cette citation, nous ne prétendons pas que l'expérience physique est en aucune manière plus fondamentale que d'autres formes d'expérience. Toutes ces expériences peuvent être aussi fondamentales que les expériences physiques. Nous soutenons plutôt que nous conceptualisons habituellement le non-physique en termes physiques, autrement dit que nous conceptualisons le moins distinct en termes du plus distinct. Donc ça, c'est une notion importante à retenir, c'est que dans cette théorie de la conceptualisation qui est développée par Lakoff et Johnson, il y a j'allais dire un privilège, mais il y a un caractère primordial des concepts les plus concrets, les plus immédiats, les plus accessibles, disons, comme ce qui est directement accessible par la perception, ou comme des concepts comme la verticalité, le haut, le bas, etc. Et c'est, du point de vue de la conceptualisation, cette expérience physique est première par rapport à des conceptualisations plus abstraites qui renvoient, par exemple, au domaine affectif ou au domaine social, comme dans Harry et dans l'embarras, la préposition dans, à partir d'une conception fondée sur un prototype spatial, qui est l'idée d'intériorité, s'élargit donc à quelque chose de plus abstrait. Alors, il y a là une idée qui est assez banale au fond, cette idée que le plus abstrait est fondé sur le plus concret. Il y a là une théorie sémantique, enfin une théorie qui, du point de vue sémantique, correspond évidemment, puisque de toute façon c'est la même généalogie, aux théories du prototype, c'est-à-dire cette idée que dans la signification des mots, il y a des valeurs de base prototypiques et des valeurs dérivées. Des valeurs dérivées qui sont dérivées au sens de secondaire, c'est-à-dire fondées sur les valeurs de base. Alors, sachez tout de même qu'il s'agit d'une conception, là en l'occurrence de la polysémie, qui est contestée par certains auteurs, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais certains auteurs considèrent qu'il est inadéquat, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer maintenant, de partir d'une valeur de base et de dériver l'ensemble des significations d'un mot d'une valeur de base, mais qu'il faut avoir une espèce de valeur générale dont l'ensemble des significations va être dérivé, mais une sorte de valeur générale extrêmement théorique, et pas un sens de base. Mais là, en l'occurrence, ce type de conceptualisation, ce type de conception de la conceptualisation est bien fondé sur le caractère primordial de l'expérience corporelle. Et, si vous voulez, c'est une idée qui a un lien immédiat avec cette autre idée sur laquelle j'insiste toujours, que notre vie conceptuelle est fondée sur notre vie corporelle, sur notre expérience corporelle du monde. Alors, je ne reviens pas sur la question des métaphores primaires, et je commente une dernière citation consistant à dire que les métaphores structurales, c'est un point que notent Lakoff et Johnson, les métaphores structurales sont souvent appuyées sur des métaphores plus fondamentales, notamment sur des métaphores ontologiques. C'est-à-dire que dire que le travail est une ressource, ou dire que le temps est une ressource, chose qu'on ne perçoit pas forcément comme des métaphores, est fondée sur l'idée que, sur une métaphore ontologique consistant à voir le travail ou une activité comme une substance.
Et c'est bien ça, la métaphore ontologique, comme on l'avait vu, hein, c'est-à-dire on voit des entités abstraites comme des substances concrètes. Donc, la plupart des métaphores structurales sont fondées sur des métaphores plus fondamentales, qui sont des métaphores ontologiques, qui ramènent un concept vers quelque chose, disons, qui est une substance matérielle. D'accord ? Alors, je cite également ce passage, et c'est cela dont je voudrais parler surtout aujourd'hui, c'est sur l'impact et les conséquences de l'analyse des métaphores conceptuelles. Je cite donc cet extrait de la page 77 dans la version française. Les métaphores structurales ont un solide fondement culturel. Elles émergent naturellement dans une culture comme la nôtre parce qu'elles mettent en valeur quelque chose qui correspond étroitement à notre expérience collective. Donc vous voyez qu'on est là plus seulement dans l'expérience corporelle, mais dans l'expérience, disons, sociale, collective. Et parce que ce qu'elles masquent n'y correspond pas. Mais elles ne se contentent pas de trouver un fondement dans notre expérience physique et culturelle, elles influencent également nos expériences et nos actes. Donc vous voyez que dans cette citation, on voit qu'il y a une sorte de dialectique entre le fait que nos métaphores ont des motivations, nos métaphores conceptuelles ont des motivations, elles sont fondées sur des expériences partagées, mais par ailleurs, elles peuvent également influencer notre perception des choses. Et cela, je vais l'illustrer à partir de l'activité contemporaine de Lakoff, qui est une activité complètement politique. Alors, regardez par curiosité, George Lakoff a un blog qu'il anime régulièrement. Donc là, vous voyez, ça doit être j'ai fait une capture d'écran du dernier post qui date de janvier, du 17 janvier dernier. Donc il y a un post, pas toutes les semaines, hein, mais il en fait plusieurs. Il en fait plusieurs par an, bien sûr. Donc, je vais vous montrer deux exemples. Un exemple, je vais commencer, qui est plus ancien, mais très fondamental dans la pensée politique de Lakoff et qui fait appel, bien sûr, à la théorie des métaphores conceptuelles. Et puis un deuxième exemple ensuite, plus récent, beaucoup plus récent, qui date de la fin de l'année dernière, si je me souviens bien, et qui là est une application directe des métaphores conceptuelles à l'époque Trump. Alors, le premier exemple que je vais commenter est issu d'un texte intitulé Understanding Trump, donc comprendre Trump, et c'est un texte dans lequel Lakoff rappelle un propos très général plus général qu'il a tenu des années auparavant, mais qu'il reprend ici, sur ce qui fonde la différence entre les conservateurs et les démocrates, ou entre les républicains et les démocrates, du point de vue conceptuel. Alors, voilà comment il présente les choses. Donc, voyons ce premier passage au début du... Alors là, il y a une erreur, hein, c'est pas dans les années 1900, c'est dans les années 1970, je pense. Donc dans ma recherche sur les sciences cognitives et les sciences du cerveau, une question est venue dans mon champ. Comment les différentes positions politiques des conservateurs et des progressistes tiennent ensemble, hein. Prenons le conservatisme. Qu'est-ce qui fait que on est à la fois contre l'avortement, disons, qu'est-ce que le fait d'être contre l'avortement a à voir avec le fait de posséder des armes, hein? Quel est le lien entre ces deux choses? Quel est le lien entre avoir des armes et puis nier la réalité du réchauffement climatique?
pourquoi ceux qui sont, disons, contre un gouvernement, enfin, c'est-à-dire contre le pouvoir de l'État, sont aussi pour un pouvoir militaire plus fort. Comment est-ce qu'on peut être pro-life, donc contre l'avortement, et pour la peine de mort? C'est quand même très bizarre quand on y pense. Bon, et puis les progressistes ont des vues opposées. Bon, alors, quelle est, donc en fait la question que pose Lakoff au départ, son problème de départ, c'est quelle est la logique interne qui caractérise les deux grands blocs qui sont les mouvements politiques aux États-Unis, donc les républicains et les démocrates. Alors, la réponse est une réponse qui met en jeu une métaphore. Et c'est pour cette raison que ça nous intéresse. Alors, cette métaphore, elle consiste à dire que la nation est vue comme une famille. D'accord ? C'est pas, enfin, je veux dire, c'est une métaphore très, très courante hein, dans les milieux politiques et dans toutes sortes de pays. La nation est vue comme une famille. Nous avons des pères fondateurs, nous envoyons enfin, les fils ou les filles de la nation à la guerre, nous avons une sécurité intérieure, les positions donc, des conservateurs et des progressistes peuvent être compris en termes de vision du monde qui correspondent à cette métaphore de la famille, mais seulement cette métaphore de la nation comme une famille peut être vue de deux façons différentes selon la conception qu'on a de la famille, en fait. Et c'est là que le propos de Lakoff prend, si vous voulez, sa substance. C'est-à-dire qu'il y a pour lui deux grands types de modèles familiaux qui vont générer des métaphores de la nation comme famille, donc deux grands types de modèles familiaux qui vont générer deux types de métaphores différentes. D'une part, ce qu'il appelle la strict father family, c'est-à-dire la famille avec le père autoritaire, hein, une famille avec un père central autoritaire, et puis la famille vue, alors je ne sais pas bien comment on pourrait traduire ça, nurturance parent family, c'est-à-dire la famille vue comme une famille de protection, comme une famille un foyer d'épanouissement, oui. Bon voilà, donc sans qu'il y ait une question d'autorité qui soit présente, mais avec cette idée qu'on vise à se protéger à l'intérieur du cercle familial, enfin se protéger, disons, s'entraider, etc., etc. Alors, on va voir comment il tire parti de ces deux modèles. Alors, d'abord, il remarque, enfin, c'est un Américain, donc il enfonce le clou pour qu'on soit sûr qu'on comprenne bien. Qu'est-ce que donc la famille, la politique a à voir avec la famille? Bon, bah, en fait, d'une certaine façon, la famille est notre vie dans une famille est le premier mode de gouvernement que nous connaissons lorsque nous sommes enfants. Hein. Donc, cette idée que l'organisation de la famille est une proto-organisation sociale justifierait la métaphore de la nation comme une famille. Ensuite, nous vivons comme des citoyens et c'est sur la base de notre expérience de la socialité de la famille que nous concevons la socialité au plan d'une nation. Donc la famille serait une sorte de lieu d'apprentissage du pouvoir. Alors, voyons le contenu maintenant qu'il donne à la famille fondée sur un père autoritaire. Alors, c'est là que va prendre toute sa cohérence l'ensemble des caractéristiques du mouvement, enfin disons de l'idéologie républicaine, dont on a vu tout à l'heure que c'était un certain nombre d'idées dont on ne voit pas tellement a priori ce qu'elles ont en relation. Donc, dans la famille strict father family, c'est le père qui sait tout, enfin qui sait le mieux toutes les choses. Bon. Donc, il sait,
distinguer le bien du mal, et il a l'autorité ultime pour être sûr que ses enfants, son épouse, font bien ce qu'il dit, hein, puisque c'est lui qui est le détenteur de l'autorité, et donc ce qu'il dit étant considéré comme étant ce qui est juste. Donc, il ajoute que beaucoup, bon ça n'engage que lui, hein, que beaucoup d'épouses de conservateurs acceptent cette vision du monde, donc acceptent d'avoir un mari qui a le pouvoir, bon ça je ne sais pas tellement si on peut, bon, acceptent aussi l'autorité paternelle, et donc, voilà, accepte l'autorité paternelle dans l'ensemble du royaume, du champ de la vie de famille. Lorsqu'un enfant désobéit, c'est le rôle moral du père, donc, de le punir d'une manière suffisamment douloureuse pour que, ensuite, l'enfant évite la punition. Hein. C'est un principe éducatif qui a été, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, mais même en France hein, et dans d'autres pays, quelque chose d'assez courant. Hein, je veux dire, mais vous voyez bien que cette idée de punir éventuellement avec des châtiments corporels des enfants lorsqu'ils désobéissent présuppose une autorité légitime quand même. Hein, présuppose que le père, en l'occurrence, ça peut être peut-être la mère dans certains cas, mais là en l'occurrence dans ce modèle c'est le père, a le droit, a ce droit sur des enfants, hein, chose qui aujourd'hui quand même pose problème, et je veux dire à juste titre. Bon. Donc, voilà. Et alors, si les enfants ne sont pas, ne parviennent pas à être dressés, disons, selon cette procédure, eh bien, en fait, ils vont mériter leur déchéance. Hein. Donc, voilà, s'ils ne sont pas assez disciplinés et donc pas assez moraux, eh bien, ils auront mérité leur pauvreté ou leur déchéance. Quelqu'un qui est, au fond, dans la difficulté sociale ou peu importe, psychologique, aura été quelqu'un qui aura refusé l'autorité familiale et donc en paie le prix. Donc, ce raisonnement apparaît dans la politique des conservateurs, pour lesquels les pauvres sont vus comme des gens paresseux et donc qui ne méritent rien parce qu'ils sont paresseux, et que les riches sont riches parce qu'ils méritent leur richesse, parce qu'ils ont bien travaillé, etc. etc. Hein. Même pour quelqu'un comme Trump qui est héritier, ça ne pose pas de problème, mais bon, admettons. Donc, la responsabilité est donc vue comme une responsabilité personnelle et pas comme une responsabilité sociale. Hein. Ce que vous devenez est ce que dépend uniquement de vous. La société n'a rien à voir avec ça. Vous êtes responsable de vous-même, pas des autres, et qui sont les autres qui sont responsables d'eux-mêmes. Bon, alors, évidemment, je veux dire que cette position est aussi absurde que son inverse total, c'est-à-dire que l'inverse total dont ne parle pas Lakoff ici, qui serait une position, disons, ultra-sociétale, consistant à dire que personne n'est responsable de rien et que nous sommes juste le fruit de nos conditionnements sociaux et que si, je sais pas, des jeunes gens de banlieue mettent le feu à des voitures, c'est pas du tout, ils n'ont aucune responsabilité individuelle, c'est la société qui les a amenés à faire ça. Hein. Donc, évidemment que ça n'est pas parce qu'on critique cette position faisant tout reposer sur la responsabilité individuelle qu'on bascule nécessairement du côté de l'absence totale de responsabilité individuelle. Hein. Alors, ensuite, élargissement de cette notion, enfin de la logique du père autoritaire. L'idée de base est que l'autorité est justifiée par la morale. Hein, et que dans un monde bien ordonné, il y a une hiérarchie morale, hein, dans laquelle il y a Dieu au-dessus de l'homme, l'homme au-dessus de la nature, les gens disciplinés au-dessus des indisciplinés, les riches au-dessus des pauvres, les employés, etc. etc. Hein. Donc une sorte de morale qui serait en quelque sorte naturelle, enfin voilà, qui est fondée sur le fait de décliner cette autorité.
Et puis, bien sûr, les hommes au-dessus des femmes, les blancs au-dessus des non-blancs, les chrétiens au-dessus des non-chrétiens, les straights au-dessus des gays, lesbiens, etc. Bon, voilà. Donc une espèce de morale fondée comme ça, enfin disons une hiérarchie morale qui est fondée sur que Lakoff voit comme une conséquence de la logique du père autoritaire. Alors, une autre opposition importante, mais sur laquelle je vais moins insister parce qu'elle est importante pour le discours politique, si vous voulez, mais elle nous intéresse moins directement parce qu'elle est un peu plus loin, disons, de la métaphore d'origine, je trouve. C'est l'idée, enfin, bon, l'idée de départ est quand même intéressante, c'est l'idée de la causalité directe par rapport à la causalité systémique. Hein. Dans Lakoff remarque, enfin, oui, là c'est Lakoff, hein, c'est pas Lakoff et Johnson. Lakoff remarque que à partir du moment où vous avez un concept de famille structuré par un père autoritaire, il y a une sorte de relation immédiate de cause à effet à partir de l'autorité de départ. Donc, et cette relation immédiate de cause à effet est généralisée. Donc, cette notion de causalité directe, hein, que j'appelle ici de relation de cause à effet direct, s'oppose à la notion de causalité systémique, qui donc est une causalité qui prend en considération de nombreux facteurs qui interagissent entre eux, hein, dans lesquels il y a éventuellement des effets de feedback, des causes probabilistes, etc. Bon, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, la question je ne vais pas entrer dans le débat, mais la question du réchauffement climatique s'explique par une causalité systémique. Il n'y a pas une causalité directe, immédiate d'un type de comportement, disons d'un type d'action des humains sur la planète qui directement causerait ça. Hein. Il y a un ensemble de facteurs qui jouent. En revanche, la causalité directe est facile à comprendre et elle existe d'ailleurs, il le remarque en passant dans la grammaire de toutes les langues du monde. Alors que la causalité systémique est plus complexe et puis elle n'est pas tellement représentée dans les grammaires. Alors, pourquoi la causalité directe a plus d'importance chez les conservateurs pourquoi la causalité directe a une importance centrale chez les conservateurs? Eh bien, parce que dans ce modèle, le père attend des enfants ou de l'épouse de répondre directement à ses ordres. Hein. Et le refus est une punition. Donc il y a bien, dans ce cas-là, vous voyez, c'est un peu ce que je formulais tout à l'heure, cette idée que la relation directe entre ce que profère le père autoritaire et l'action qui doit répondre, cette relation directe est étendue à l'ensemble. Alors ensuite, donc, Lakoff donne une liste d'événements politiques qui sont interprétés par Trump et par ses partisans comme étant des choses qui proviennent de relations de causalité directe. Bon, donc il y a des immigrants qui viennent du Mexique, donc c'est simple, on met un mur et ils ne passent pas. C'est causalité directe, effet direct. Pour ceux qui sont entrés illégalement, eh bien, on les raccompagne à la frontière. Pour sortir de la violence liée aux armes, eh bien, il faut avoir une arme soi-même pour tirer le premier. Trump l'a dit, hein. Oui, ça, récemment, après la dernière tuerie dans un lycée, effectivement, Trump est allé jusqu'à dire que la bonne solution, c'était d'armer les profs. Donc, vous voyez, ça reste complètement d'actualité. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'événement est interprété en termes de « il doit y avoir une solution immédiate, directe hein ». Donc, s'il y a un problème avec des gens qui tuent d'autres gens, ben, on tue tout de suite avant que les autres. Hein, c'est ça la relation.
Après, si vous voulez, vous lirez le détail. Il y a toutes sortes d'exemples que sort Lakoff pour montrer que, effectivement, dans l'argumentation politique de Trump, il y a, disons, une forme de causalité directe jusqu'au ridicule qui est invoquée. Alors ensuite, il y a toute une partie sur les mécanismes cognitifs mis en œuvre d'une manière pas forcément consciente par Trump et ses équipes de communicants. Et là, vous voyez, Lakoff insiste lourdement sur une idée sur laquelle il n'est pas revenu, enfin c'est une idée déjà ancienne, mais qu'il continue d'affirmer toujours aujourd'hui, c'est l'idée que on modifie votre pensée, votre vision des choses par certaines, via le langage, par une certaine présentation de la réalité qui va modifier votre cerveau, en fait, qui va modifier votre perception des choses, mais vraiment modifier votre façon de penser au sens réellement, pour Lakoff, neuronal. Voyez ce qu'il dit, toute pensée utilise des circuits neuronaux, chaque idée est constituée par des circuits neuronaux. Nous n'avons pas d'accès conscient à ces circuits, et donc la plupart de nos pensées nous sont inconscientes. La pensée consciente, c'est juste le sommet, enfin la partie émergée de l'iceberg, comme on dit en français. Et donc la pensée inconsciente travaille selon certains mécanismes, et Trump utilise ces mécanismes instinctivement pour orienter les cerveaux, vous voyez l'expression qu'utilise Lakoff ici, pour orienter, pour faire fonctionner, il faudrait traduire, faire fonctionner les cerveaux du peuple américain dans la direction qu'il souhaite. Alors, les mécanismes qui permettent ça sont les suivants. Alors, je ne vais pas les détailler parce que pour certains, je vais y revenir plus tard. Bon, la répétition, ça évidemment, répéter toujours la même chose. Le framing, ça c'est une notion très importante, mais ce sera l'objet du prochain cours. Le framing, c'est le cadrage des événements, mais bon, dans un sens technique en linguistique sur lequel je reviendrai. Bon, des exemples typiques, des sortes d'exemples. Voilà, on va prendre... pour reprendre l'exemple du terrorisme islamique, on va prendre l'exemple du terroriste du 11 septembre, ou alors dans le contexte français, Marine Le Pen, elle avait pris, je me souviens vaguement, cet exemple d'un terroriste qui était passé par les voies des migrants, et donc qui prend cet exemple pour dire il ne faut pas laisser entrer les migrants dans leur ensemble, vous voyez, enfin, ce genre de raisonnement. Donc ça, c'est l'exemple typique, ou bien connu. Alors ensuite, il y a des constructions grammaticales, mais ça, on a aussi l'équivalent en français, pour là aussi, surtout dans les partis de droite ou d'extrême droite, où on ne va pas parler des terroristes, mais des islamistes radicaux, des terroristes qui sont des islamistes radicaux, ce qui présuppose que quand on a l'islam comme religion, on s'inscrit dans un certain niveau par rapport à l'islamisme radical. C'est-à-dire, ça oblige, si vous voulez, à penser l'islam en termes de terrorisme, ce qui est évidemment une stratégie parfaitement utilisée par tous les partis de droite ou d'extrême droite en Europe également. Bon, donc alors, il y a des métaphores conventionnelles qui sont largement inconscientes. Par exemple, l'exemple du Brexit, là je vais passer là-dessus, je vous laisserai lire si vous voulez, sur le PowerPoint. Bon, d'autres mécanismes,
la métaphore de le pays est une personne pour le président, mais celle-là, on va y revenir dans un instant. Disons que l'ensemble de ces exemples proposés par Lakoff vise à montrer comment un certain nombre de procédés de communication sont pour Lakoff des procédés qui visent à modifier vraiment votre façon de penser. Bien. Alors, dans un livre, il présente un livre intitulé The Political Mind. Il présente ce schéma qui vise disons, à représenter cette opposition entre donc le modèle conservateur ou républicain avec la strict father family et puis le modèle démocrate avec la famille, le parent, disons, qui est dans le soin, dans l'attention, etc. Alors si on regarde un peu plus près, on a donc cette idée qu'on a d'abord une expérience, un souvenir de l'expérience de la vie familiale qui est coactivé avec l'expérience de la vie en société, donc l'expérience d'un gouvernement. Et c'est la coactivation de ces deux expériences qui va permettre ce mapping métaphorique Nation as a Family. Ensuite, du côté démocrate, on a donc ce qui va être activé comme modèle familial à partir donc de cette expérience de la famille, bien, ça va être un type de famille particulier qui est donc la famille Nurturing Parent, qui va elle-même activer des processus ou des idées d'empathie, d'éthique de l'empathie, etc., etc. Du côté des conservateurs, on va avoir, en raison de l'intériorisation du modèle de la famille du père autoritaire, on va intérioriser plutôt l'idée, une éthique de l'obéissance, la peur comme facteur qui permet l'obéissance, etc. Et c'est cela qui va donc produire d'un côté le modèle, ou si vous voulez, le cadre des progressistes ou des démocrates, et puis le cadre des républicains ou des conservateurs. Et donc là, vous voyez, il y a des zones qui sont, des relations qui sont nommées Mysterious Waves, donc on ne sait pas trop comment, mais d'une certaine façon, il y a ce lien qui est postulé. Donc vous voyez, c'est vraiment, là, comme souvent, enfin comme toujours d'ailleurs, la plupart du temps chez Lakoff, les idées ont une cohérence, mais elles sont fondées sur une pure spéculation. Il n'y a pas de dimension expérimentale au sens des sciences cognitives qui serait à l'appui de ce type de modèle. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit nécessairement rejeter ce type de modélisation. Alors maintenant, j'en viens à mon deuxième exemple, qui donc est une application tout à fait récente, vous voyez, puisque là elle date d'août dernier, de la théorie des métaphores conceptuelles. Donc là, le post est intitulé « The President is the Nation, the Central Metaphor Trump lives by ». Donc vous voyez qu'on reconnaît le titre du livre Metaphors We Live By. Et on est là en août 2017, donc date toute récente, et vous voyez ce qu'écrit Lakoff à cette date. Il revient sur ce livre, qui date donc des années, on l'a vu, des années 80, en le présentant comme étant parfaitement d'actualité.
parfaitement d'actualité. C'est-à-dire, voilà, dans ce livre, Metaphors We Live By, Mark Johnson et moi avons montré que les pensées inconscientes sont métaphoriques, etc. Enfin, je ne vais pas relire, puisqu'on a vu ça de nombreuses fois, mais vous voyez, il reprend l'exemple du temps, le temps c'est de l'argent, etc., etc. Donc, ce livre assez ancien que je vous ai présenté en vous disant que, bon, au fond, il y a assez peu de travaux aujourd'hui dans la recherche linguistique qui continuent dans cette direction, reste quelque chose qui, pour Lakoff, est d'actualité. Hein. Il aurait pu se faire que Lakoff considère ce travail comme un travail antérieur, un petit peu peut-être périmé par certaines avancées des sciences cognitives. Pas du tout. Hein. Ça reste d'une totale actualité pour lui. Alors, la métaphore centrale de Trump, et là j'ai pris une illustration d'un autre article parce que je me suis rendu compte en préparant ce cours que cette association entre Trump et Louis XIV est commentée, diffusée par de très nombreux journalistes ou blogueurs, etc. Et donc, Lakoff part de ça, de cette fameuse formule attribuée à Louis XIV, « l'État c'est moi », pour dire qu'au fond, vous voyez, il le met en français, l'État c'est Trump, hein, maintenant. Et donc, il y a cette métaphore, il considère qu'il va rendre compte d'un autre aspect, disons, de la présidence de Trump, en partant de l'idée, de la métaphore, du président comme étant la nation. La nation, c'est le président. Alors, comment il documente cette métaphore? Alors, il va la documenter par des faits politiques. Vous voyez, il ne va pas la documenter tout à fait comme il documente d'autres métaphores conceptuelles, les métaphores structurales en particulier, en prenant des exemples de phrases. Vous voyez, je ne sais pas, par exemple, quand on avait travaillé sur le temps c'est de l'argent, où le temps est une ressource matérielle, on a des expressions comme tu me fais perdre mon temps, je gagne, j'économise du temps, enfin, etc. Donc toutes sortes d'expressions quotidiennes qui montrent que on conceptualise bien, enfin disons qu'il y a des traces linguistiques qui montrent qu'on conceptualise le temps comme une ressource ou comme de l'argent. Là, évidemment, là, il se trouve que l'argumentation va être d'une nature un petit peu différente. Alors, quelles sont un peu les idées et les actions qui sont les conséquences de cette métaphore? C'est le premier point qu'il examine. Donc, servir la nation, si la nation c'est le président, mais ça veut dire servir le président. Hein, premier point. Le peuple américain, en principe, fait allégeance à sa nation, à la nation américaine, hein, mais si on suit la métaphore, eh bien, à ce moment-là, le peuple américain doit soutenir le président. Par conséquent, le peuple américain est réduit à ceux qui soutiennent Trump. D'où ce qu'écrit ici Lakoff, dire le peuple américain veut signifie les supporters de Trump veulent. D'accord ? Ou alors, le peuple américain aime le président signifie les supporters de Trump aiment le président. Bon, ensuite, il y a un long développement, mais que j'ai abrégé, sur l'idée que la sécurité nationale devient la sécurité du président. Donc là, il y a de très longs exemples, de nombreux exemples pour montrer que les problèmes de sécurité sont envisagés sous cet angle-là, hein, de la sécurité du président. Ensuite, il y a, vous voyez cet exemple des leaks, hein, donc des fuites, quoi. Les fuites qui sont vues comme, alors donc là comme un frame, mais encore une fois j'y reviendrai plus tard, sont vues comme étant des problèmes de sécurité nationale, mais là, encore une fois, cette sécurité nationale est vue comme un problème de sécurité du président.
Ensuite, il y a un problème particulier qui est lié au rapport entre les métaphores véhiculées par le Parti républicain qui est censé soutenir la métaphore qui est le Parti républicain qui est plutôt porté par la métaphore dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire de la famille avec le père autoritaire, et il y a, Laïkov, voilà une sorte de contradiction entre ces deux métaphores, hein, c'est-à-dire que la métaphore du père autoritaire et la métaphore de la nation comme étant réduite au président, ces deux métaphores sont un peu incompatibles et expliquent un certain nombre de problèmes dans la politique américaine sur lesquels je ne reviens pas. Alors ensuite, qu'est-ce que cette métaphore explique, hein, qu'est-ce qu'elle permet d'expliquer? Alors, remarquez cette expression-là, le président vit selon cette métaphore, hein, living by the metaphor, avec un certain nombre de répercussions sur la nation et le monde. Donc, selon Laïkov, on voit cette métaphore dans ses discours, dans ses tweets, dans ses actions officielles. Bon, là, Priebus, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est je crois, chef de cabinet de Trump qui a été limogé à un moment donné. Bon, passons. Alors, bon, donc, si vous voulez, le contenu de ce paragraphe n'est pas très intéressant. Hein. Qu'est-ce que cette métaphore explique? Ben, ça explique simplement l'ensemble des actions de Trump. Bon, ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes du côté de comment est-ce qu'on peut lutter contre cette métaphore? Parce qu'en fait, comme Laïkov fait de la linguistique au service de la politique et dans un véritable engagement politique au service de la cause démocrate, eh bien, son but est de donner des outils aux populations pour ne pas être victimes des métaphores véhiculées par le pouvoir. Alors, c'est pourquoi il explique que comme citoyen, il a l'obligation de rendre ses recherches publiques, et voilà. Alors, quels sont les moyens de lutter contre une métaphore envahissante dans un pays? Alors, premièrement, révéler l'existence de la métaphore, présenter ce qui est présenté comme une réalité, comme une métaphore. Donc, voilà, il invite le public à diffuser cette information, à dire, attention, le président et la nation, c'est une métaphore. Ensuite, il faut essayer de lutter contre le cadre, le frame qui sous-tend cette métaphore. Donc, ça veut dire qu'il faut rappeler sans cesse que le président sert la nation, et non pas que le président est la nation. Donc, une façon de lutter contre ces deux outils pour lutter contre les métaphores, c'est dire que c'est une métaphore, et deuxièmement, activer l'idée inverse de la métaphore. C'est-à-dire rappeler, enfin, je veux dire, l'idée inverse, elle n'est pas, enfin, je veux dire, elle est légitime. Hein. Je veux dire qu'un président d'un pays est censé, un président d'une nation est censé servir une nation et non pas être la nation, qu'il l'incarne d'une certaine façon, oui, mais voilà. Donc, Laïkov invite les médias et le public à rappeler que le rôle du président est de servir la nation. Bon, ensuite, voilà, il donne des conseils particuliers pour des problématiques comme le réchauffement climatique, les droits des personnes transgenres, la violence, des armes, etc., etc. Et puis, donc de rappeler, exemple par exemple, que le travail de l'administration, c'est de servir la nation et pas de servir le président. Hein. Le message doit être constant dans les médias, etc. Donc il y a une véritable lutte d'information qui est pas vraiment une lutte d'information, qui là est une lutte
parce que ce ne sont pas des informations, hein, ce sont des cadrages de la réalité, au fond. Hein. Et si l'on veut bien accorder du crédit à ce que dit Trump, il pourrait y avoir une efficacité de ce genre de procédure. Alors, je vais donc garder pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on travaillera sur justement le concept de frame que j'ai commencé à introduire un tout petit peu aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble de ces remarques? Bon, c'était surtout un cours destiné à l'exemplification et à vous montrer comment, dans certains cas, la linguistique peut avoir un impact politique. Alors, c'est assez intéressant de voir cela aujourd'hui, parce que là, je vous ai parlé de posts de blog très très récents, hein, qu'il y a aux États-Unis, bon, il y a très peu, hein, je ne connais pas tellement, à part Chomsky, mais dans un autre genre, parce que l'action politique de Chomsky n'a aucun rapport direct avec ses théories linguistiques, si vous voulez. Hein. Mais là, on a un cas de linguiste qui utilise ses connaissances, ou tout au moins prétend ses connaissances prétendues, pour agir dans la vie politique. C'est très curieux, on n'a pas du tout cela en France. Hein. On n'a pas de linguistes français qui vont intervenir dans le débat politique pour dire, voilà, pour l'instant, le travail est fait par les journalistes, hein, principalement. Voilà, eh bien, merci de votre attention et donc à la semaine prochaine.